La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Salut tout le monde, c'est Simon. Je prends 30 secondes pour vous annoncer que Flash Formation est hyper content de vous présenter les nouveaux outils de gestion d'intervention qui sont maintenant disponibles sur le site Internet de Flash Formation au www.flashformation.com dans la section boutique. Vous allez retrouver des tablettes de gestion d'intervention en pad métallique ou en version tablettes minces en PVC qui vont servir d'aide-mémoire pour assurer la gestion de l'intervention. Donc, allez visiter le www.flashformation.com dans la section boutique. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Flash Formation. Simon Brien avec vous aujourd'hui. Pour un épisode un peu différent, on va traiter d'un sujet assez intéressant, c'est-à-dire l'innovation dans les services incendies. Comment est-ce que les universités sont en train de nous aider à améliorer le métier, notamment la Polytechnique de Montréal. Et pour parler de ce sujet, j'accueille mon invité, un ami, Benoît Martel. Bonjour Benoît, comment tu vas? Bonjour Simon, ça va bien? Bien, ça va excellent, ça va très très bien, merci beaucoup. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu as un parcours, Benoît, qui est hyper intéressant. 30 ans au service, plus de 30 ans en fait au service Incendie de Montréal. Tu as été chef aux opérations à Montréal. Par la suite, lors de ta retraite, tu es devenu directeur de la défunte Régie Incendie nord-ouest des Laurentides. Exact. Donc, dans la région de Mont-Tremblant. Oui. Et là, par la suite, maintenant, tu es chef de division pour le service de sécurité incendie intermunicipal de Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Exactement, c'est bon. Wow, oui. Colin, excellent. Tu continues à partager ta passion et tu continues à vivre ton métier malgré toutes ces années d'expérience. C'est très, très impressionnant. Merci beaucoup, Simon. C'est tout un éloge. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est bien apprécié. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu d'autre chose, mais qui est en lien quand même avec la protection incendie, mais un volet peut-être plus académique et dans un autre registre, disons. Parce que tu es une personne qui a justement un parcours professionnel impressionnant, mais aussi un parcours académique impressionnant. Tu possèdes une maîtrise de l'ENAP en administration publique. Tout à fait. Mais avant ça, tu es retourné, même lorsque tu étais officier, que tu avais ton travail, tu es retourné sur les bancs d'école pour aller faire ton DEC en prévention incendie. Parle-moi un petit peu de ça, ça m'a tout impressionné. Oui. Oui, Simon, je suis retourné effectivement alors que je n'étais pas obligé d'y retourner. J'étais déjà à l'emploi au service d'incendie de Montréal, donc je n'étais pas obligé d'y aller, mais je crois beaucoup en l'école, je crois beaucoup en la formation. Et je crois beaucoup aussi, lorsque j'étais officier et par la suite, pour passer à chef aux opérations, je trouvais ça important d'aller voir ce que nos gens, nos jeunes, nos recrues apprennent à l'école. Donc, pour moi, ça, c'était important de voir qu'est-ce qu'ils suivent comme cours, qu'est-ce qu'ils font comme formation et éventuellement, pourquoi on leur demande et pourquoi on exige un diplôme d'études collégiales si, en fin de compte, on ne sait pas ce qu'ils font ou on ne s'intéresse pas justement à ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller, d'aller le faire le soir, les week-ends. Et je suis bien content de l'avoir fait. Ça m'a permis de voir là, ce que nos gens apprenaient. Donc, je pense que pour une organisation, c'est important de savoir pourquoi, sur quoi on base pour demander au niveau académique. Donc, c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait, puis pour avoir des connaissances aussi supplémentaires. Et là, aujourd'hui, malgré tout ton parcours, tu continues encore d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu es en train d'étudier présentement? J'étudie présentement le droit à l'Université Laval à Québec, donc à distance, bien sûr. Mais je trouve que de plus en plus, puis je pense qu'on va probablement en reparler aujourd'hui, la formation maintenant, à l'approche de 2026, ça dépasse la formation technique au niveau là, incendie, la protection incendie. Je pense que nos gestionnaires, nos directeurs de services doivent maintenant là, avoir plus de formation. Donc, cette formation-là en droit, elle se rapporte
je vous dirais un peu plus où elle fait le lien avec, maintenant, on sait que santé, sécurité au travail, donc la CNSST, des lois, il y a de plus en plus de règlements qui sortent aussi au niveau de la protection incendie et de la sécurité civile, donc que beaucoup de services maintenant s'occupent. Ça prend maintenant une base, je crois, pour comprendre un peu tout ce qui se passe au niveau légal. Donc, c'est un petit peu pour ça que je me suis intéressé au niveau du droit. Parce que ça fait des années que les services d'urgence vont à l'école, mais c'était surtout les services de police. Depuis des années, les services de police, pour monter dans la hiérarchie, les gens vont à l'université, ils vont chercher de la diplomation. Pourquoi le service incendie, tu penses, accuse un retard là-dedans? Pourquoi on n'a pas suivi le même mouvement? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a bien sûr la culture, hein, on fait plusieurs choses en incendie, on est habitué comme ça. Donc, on est souvent les derniers appelés, les premiers parfois, mais aussi les derniers appelés lorsque personne ou les gens ne savent plus vraiment quoi faire. On a toujours eu, je pense, au Québec, on va parler pour le Québec, une culture en incendie où est-ce que on apprend des choses au niveau technique et souvent, hein, on les apprend de un à l'autre. Donc, il y a comme on s'est toujours dit, il y a des parrains des fois, des pop-pères un peu, comme on pourrait appeler, qui nous forment, qui nous aident. Mais il y a d'autres domaines qui ont compris depuis bien longtemps, comme tu l'expliques, Simon, là, les services de police qui ont compris que être gestionnaire aujourd'hui, on ne peut plus simplement se baser sur le côté technique et le côté opérationnel. Donc, aujourd'hui, un directeur d'incendie, peu importe même la région où est-ce qu'il est au Québec, c'est quelqu'un qui est probablement psychologue, qui est quelqu'un qui est même psychothérapeute, qui est comptable, qui doit travailler justement dans la finance, dans les ressources humaines. Il y a plusieurs domaines maintenant que tu dois... je mentionnais tantôt le droit, donc avec tous les lois et les règlements maintenant qui s'appliquent aux services d'incendie, ça prend des gens qui sont mieux formés. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines qui l'ont déjà compris, ça, par le passé. Puis, on fait souvent référence, hein, ou on a déjà fait souvent référence aux services de police, aux différents services de police. Et en incendie, on a souvent dit, eux, ils ont tout. Et ils ont une facilité à aller chercher des budgets, à faire comprendre leurs idées, leurs arguments. Mais pour moi, je pense que ça passe beaucoup aussi par la formation de l'argumentaire. On va aussi chercher ça à l'école. Donc, c'est important, mais il y a aussi d'autres domaines maintenant. On peut penser au domaine de la santé. Maintenant, les infirmières, oui, ils sont formés au niveau collégial, mais lorsqu'ils veulent monter dans la hiérarchie, maintenant, il est coutume qu'une infirmière doit aller chercher un baccalauréat ou même une maîtrise pour monter dans la hiérarchie. Donc, et surtout dans les domaines de gestion, c'est ça aussi, là, c'est pas juste au niveau technique que oui, on peut faire ce chemin-là, mais il y a tout le côté gestionnaire qui va s'appliquer. Bien, tout à fait, Simon. Et pourquoi depuis des centaines d'années, disons, on a des cours en gestion, on a des cours en ressources humaines, on a des cours en différentes facettes de la gestion. Et nous, en incendie, on a toujours, si on est honnête, puis on se regarde un petit peu dans le miroir, on a toujours fait fi un peu de ça en se disant, nous, on est un domaine particulier, ça prend des pompiers pour gérer d'autres pompiers. Oui, à condition que les gens aillent chercher, mettons, des formations supplémentaires, parce que c'est pas parce qu'on est pompier, honnêtement, qu'on est capable d'être psychologue et d'être comptable et d'être capable de présenter des projets, un projet triennal d'immobilisation à des élus, à des directions générales de ville qui maintenant sont de plus en plus formés et surtout informés sur notre domaine. Aujourd'hui, j'aimerais ça regarder avec toi, au-delà de ça, l'aspect comment les universités peuvent nous aider. Et on a pensé t'inviter pour nous expliquer ton lien que tu fais avec la Polytechnique depuis longtemps. Flash, via tes services, finalement, a participé depuis plusieurs années à différents projets de recherche avec les futurs ingénieurs. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ce lien-là est arrivé? Je pense que c'est un drôle de concours de circonstances. Oui, bien, tout à fait, Simon. C'est quelque chose que, honnêtement, je n'avais jamais pensé dans ma carrière ou dans ma vie, peut-être, de participer à ça. C'est arrivé en 2017, simplement comme ça. Histoire banale, je joue au hockey avec quelqu'un
et je pense qu'il est enseignant en ingénierie, dans un programme d'ingénierie à la Polytechnique. Et en lui parlant, il me dit non, je m'occupe des projets d'étudiants. Donc, je dis OK, mais est-ce que vous faites des projets en incendie, en sécurité nautique et en sauvetage sur glace? Et on m'a répondu non, on n'a jamais fait ça. Donc, j'ai dit est-ce que ça vous intéresse? Et la réponse a été oui, ça nous intéresse, on voudrait participer à ça. Et depuis 2017, donc, je m'occupe de projets avec des étudiants qui sont soit finissants pour obtenir un grade en ingénierie et obtenir un grade de peu importe aussi. Tous les secteurs là, d'ingénierie peuvent être touchés. Ou bien des gens qui font des plus petits projets individuellement. Et depuis 2017, là, maintenant, on a 4 projets qui sont en route pour les 2 prochaines sessions. Et on est rendu à passer maintenant, je crois que c'est autour de 26 projets avec les 4 qu'on a là présentement depuis 2017, à laquelle là, j'ai participé avec les étudiants. C'est vraiment formidable. Quel genre de projet est-ce qu'on parle exactement? C'est des équipements? C'est de la recherche? C'est quoi exactement? Maintenant, on a élargi comme l'éventail des projets. Lorsqu'on a commencé, ou j'ai commencé avec eux en 2017, tu parlais, Simon, oui, on a toujours et on maintient un lien avec Flash Formation. Donc, je travaille en collaboration avec Flash Formation qui nous aide dans ces projets-là, qui nous aide au niveau des idées, qui nous aide au niveau aussi du développement et autant des ressources parfois matérielles ou surtout des connaissances. On fait aussi des projets en sécurité nautique, sauvetage sur glace. Le partenaire avec qui je travaille depuis 2017, c'est la compagnie SIFA. Mm-hmm. Donc, c'est un peu la même chose mais que Flash, mais dans le pendant nautique et glace. Et maintenant, pour la 2e année, le service d'incendie intermunicipal Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour qui je travaille. Maintenant, on est des pionniers au niveau du Québec et de l'École polytechnique. Donc, on fournit ou on offre un support autant au niveau technique, équipement, mais surtout avec le personnel pour peut-être faire des essais, pour permettre aux gens là, d'élaborer puis d'avancer un petit peu plus dans leur projet. Mais quel genre de projet exactement est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste des pièces d'équipement ou c'est des... Pardon, mais tu peux donner un exemple d'un projet qui a été réalisé. Oui. Lorsque j'ai commencé en 2017, on était plus axé, disons, sur l'intervention. On faisait des projets qui avaient rapport à comment mieux intervenir, des projets qui pouvaient mieux aider les pompiers. Par la suite, on en a fait en sauvetage nautique, sauvetage sur glace. On a rajouté, il y a environ 3 ans, la sécurité civile. Donc, maintenant, on a un volet où est-ce qu'on ajoute où on propose des projets en sécurité civile. Et là, pour la première fois, cette année, on propose un projet qui est en lien avec la prévention incendie. OK. Comme exemple. Donc, en prévention incendie, présentement, on a une équipe de 8 finissants et finissantes qui travaillent sur la miniaturisation de l'avertisseur de fumée et intégrer une composante aussi pour la détection du monoxyde de carbone. OK. Ce que les étudiants vont travailler, donc pendant 2 sessions, pour leur permettre d'avoir leur diplôme et d'aller sur le marché du travail, on va tenter de rendre, ou ils vont tenter de rendre l'avertisseur de fumée portable. Donc, on a toujours connu l'avertisseur de fumée qui est dans une maison, qui est souvent au plafond ou sur un mur. Et l'avertisseur de fumée appartient, dans le fond, à la bâtisse, protège la bâtisse, les gens qui sont à l'intérieur. Ce qu'on leur a proposé comme projet aux étudiants, c'est de la rendre portable maintenant. Donc, la personne pourrait l'avoir sur un sac à dos, dans une sacoche, avec peut-être un porte-clés si on est capable de se rendre jusque-là. Et l'avertisseur devient portable. Donc, peu importe l'endroit, Simon, où est-ce que tu pourrais te diriger ou tu pourrais dormir peut-être. On pense à Airbnb ou ces choses-là ou des hôtels. Tu aurais ton propre avertisseur de fumée dans le fond qui te suivrait et qui te protège toi pour aussi le monoxyde de carbone et qui protège les gens qui sont avec toi. Donc, okay. C'est le mandat que là, on vient de leur donner. Et ils ont accepté de faire ça. Mais... comment dire, ils n'ont pas d'obligation de résultat. C'est vraiment un côté recherche, développement à ce moment-là. Ils ont une session ou une année pour réussir d'aller le plus loin qu'ils peuvent, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon rôle depuis 2017, dans le fond, c'est pour faire un peu le lien au projet, comment ça se passe.
moi, je les supporte dans ça, je leur présente le projet, je les supporte. Et effectivement, comme tu mentionnes, ils n'ont pas une obligation de résultat, mais ils doivent quand même dans un cadre académique. Donc, pour se préparer pour le marché du travail qui va s'en suivre, ils doivent quand même en arriver à une solution optimale. Donc, ces gens-là, comme là, présentement, au moment de l'année où est-ce qu'on est, là, présentement, où nous sommes, ils tentent de trouver des solutions. Donc, ils font des recherches. Et moi, je suis là pour les supporter, mais je suis aussi là pour les préparer au marché du travail lorsqu'ils vont terminer. Donc, moi, je suis là... En tant qu'ingénieur? Oui, pour eux. Et pour moi, l'équivalent d'un client. OK. Donc, on essaie de... Mon rôle aussi, c'est d'être comme un client dans la vraie vie, donc qui vont avoir à travailler avec tantôt. Et ils me soumettent des choses et on a des réunions et moi, je leur soumets des embûches. Et est-ce que c'est réalisable? Oui, non. Mais c'est pas moi qui fais le projet. Moi, je suis là comme le client. Donc, et maintenant, on a passé à une autre étape, c'est-à-dire qu'avec la Polytechnique, on essaie de rendre ça le plus réel possible. C'est-à-dire que maintenant, on a l'équivalent d'un contrat, donc qui est juste fictif, mais qui est quand même un contrat. Et comme client, ils doivent dans le fond, me rendre des comptes. Okay. Et moi, je respecter le contrat. Oui, ils doivent les préparer pour le marché du travail. Okay. Et nous, ce qu'on fait dans le fond dans ces projets-là aussi, c'est leur faire voir le domaine de l'incendie, ou le sauvetage ou la sécurité civile. C'est des domaines que la plupart du temps, ces gens-là ne connaissaient pas. Donc, et ils sont arrivés des fois avec des solutions assez innovantes là, sur certains défis. Là. Je pense entre autres à l'équipe où on avait donné un défi de décontamination. Trouvez-nous une idée. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, exemple de ce projet-là. J'avais trouvé ça vraiment... ils ont été... très loin dans leur réflexion. Oui, on a trouvé dans les 26 projets, dans le fond, hein, il y en a plusieurs. Puis effectivement, on les a fait travailler en collaboration avec Flash sur la décontamination, d'avoir des nouvelles façons. Ils ont étudié les matériaux qui composaient nos habits. Ils peuvent étudier la fumée, voir qu'est-ce qu'elle comporte, la fumée. Et ils développent soit un produit ou ils développent une méthode de travail, une méthode de décontamination. Mais il y en a aussi d'autres très beaux projets. Simon, je pense à celui qu'on a travaillé en collaboration avec Flash sur l'habit intégral, qui est ce qu'on a nommé le one size fits all. Désolé là, de l'anglicisme, mais c'est une tenue intégrale que 8 personnes ont travaillé dessus. Une tenue intégrale qui fait comme à tout le monde. Mais il y a juste quelques ajustements qu'on peut faire dessus et on peut ajouter des pièces ou en enlever. Et la tenue intégrale peut faire à quelqu'un d'autre qui va rentrer dans le service ou une personne qui quitte. Dans le fond, sa tenue intégrale n'a pas été faite sur mesure. Donc, quelque chose qui s'ajustait mieux là, à ce moment-là. Oui. Donc, on réduisait là, beaucoup les coûts, surtout des services qui sont, disons, plus en région. Mais là, on peut le voir même comme des grands services comme Montréal, où est-ce qu'il y aurait un besoin de rapide, de tenue intégrale. Donc, il y a comme un corps, si on veut, de la tenue intégrale, du manteau et du pantalon, mais le reste t'appartient. Par exemple, les bas de pantalon, peut-être des manches, un intérieur particulier. Donc, tu pourrais avoir un habit de combat, une tenue intégrale qu'on prend, comme on dit, sur le rack en anglais, puis tu pourrais l'ajuster à toi avec les morceaux qui t'appartiennent. Puis les gens ont travaillé là-dessus. Fait que c'est le genre de projet qu'on a travaillé, puis qu'on a travaillé en collaboration aussi avec Flash, qui nous ont aidés dans ça. Ça a été bien apprécié. Puis c'est... peut-être qu'un jour, on aura un incendie, peut-être au Québec et peut-être même dans le monde entier. On aura peut-être une tenue one size fits all qui fit à tout le monde. Parce que qu'est-ce qui arrive après, une fois que ces projets-là sont faits? Est-ce qu'ils sont commercialisés, sont soumis à des entreprises? Qu'est-ce qui se passe après ça? Oui. Bonne question, Simon. Moi, premièrement, moi, je suis bénévole dans ces projets-là. Donc, moi, je n'ai pas un intérêt pécunier. Donc, je ne suis pas là non plus pour prendre les idées. Puis, c'était pas parti d'une entreprise de fabrication de bunkers. Là. Okay. Non. Et ça n'arrivera pas non plus. Donc, je laisse ça, dans le fond, à ces gens-là, les étudiantes. Le projet leur appartient. Je pense que c'est eux qui ont travaillé sur le projet. Et ils partent avec ça lorsqu'ils ont terminé. Et il y en a qui disent, moi, un jour, si j'ai ma compagnie ou si je travaille pour une autre compagnie, c'est des projets que je vais proposer.
Mais c'est certain aussi que, étant donné que ça fait quelques années, les gens de la Polytechnique ou les étudiants sont toujours ouverts aussi s'il y avait des gens qui voudraient participer puis qui voudraient peut-être développer ces projets-là. Il y en a qui sont très, très, très intéressants et qui pourraient être sur le marché là, demain matin et qui pourraient faire sauver beaucoup de sous au ministère de la Sécurité publique et aux villes et municipalités. Contribuable, finalement. Tout à fait, exactement. Okay. Ouais. Comme tu aimes dire, mes taxes. Exactement. Oui, tout à fait, Simon. Oui, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant de voir dans ces projets-là, c'est le chemin de l'innovation. Parce que, pompier, on est vraiment habitué à dire « Hey, j'ai une solution, on va faire ça, on a réussi à faire ça. » Quand tu regardes comment un ingénieur réfléchit, comment est-ce qu'il amène un chemin d'innovation, il ne prend pas le même chemin aussi direct que ce que nous autres, on aurait tendance à prendre. Peux-tu nous parler un petit peu de par où passe finalement la réflexion vers l'innovation? Oui. Je dirais d'entrée de jeu, Simon, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'en incendie, on travaille aussi souvent en silo. Même si on est ou autour de 600 services d'incendie au Québec, on travaille souvent en silo, puis on essaie de trouver notre propre solution souvent. Puis la réalité est que les gens travaillent souvent seuls. Là, maintenant, avec la Polytechnique, des ingénieurs, ce qu'on a, c'est des gens qui viennent de l'externe. Donc, qui viennent voir un peu comment on travaille, puis ils ont des nouvelles idées. Ils ont une autre façon de voir. Ce sont des jeunes qui viennent souvent même de différents pays à la Polytechnique. Donc, qui savent aussi comment ça se passe dans leur pays et qui regardent avec un regard différent que le nôtre qui sommes à l'intérieur avec nos idées, notre culture, nos techniques. Donc, eux, ils voient ça différemment et ils voient ça surtout dans un contexte de calcul, de solutions optimales, avec des facteurs que nous, on n'est pas habitué de travailler. Les paramètres avec lesquels nous, on travaille souvent en incendie, ça fait référence aussi à l'école, donc sont souvent plus limités. Mais oui, ils sont adaptés peut-être au travail qu'on fait, mais avec notre seule vision, peut-être de rentrer dans un incendie. Alors que ces gens-là, les étudiants et étudiantes, eux, ils font des recherches. Et ils vont regarder une solution qui est beaucoup plus globale, qui touche un autre domaine que l'incendie et qui peut être adaptable. Et s'il n'y en a pas, ils vont faire les recherches en conséquence pour trouver une nouvelle solution. Parfois, ça peut être une nouvelle formation simplement, ou ça peut être une nouvelle façon de faire. Pas obligé d'être toujours un nouvel équipement. OK. Donc, ils ont un regard externe et c'est ce qu'on a besoin, selon moi, en incendie au Québec, c'est d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui regarde et qui dit « Ce que vous faites, ça, vous le faites bien. Ça, peut-être que vous le faites moins bien. Ça, on pourrait améliorer ça. On pourrait trouver un nouvel équipement. » Et eux, ils se basent sur plus large que juste de dire « ça, on aimerait ça. » On n'est pas dans ça. Parce que pour en avoir lu quelques-uns, des présentations de projets de recherche finaux, ce qui m'impressionnait tout le temps, c'était toute la démarche qui était faite sur bien comprendre la problématique. Oui. C'était quoi la problématique? Et des fois, je pense qu'on saute « Ah, ça marche pas », puis on est tout de suite en mode solution. Alors qu'eux mettent beaucoup plus d'emphase, je pense, sur bien comprendre quel aspect de « Hey, ça marche pas », qu'est-ce qui fait exactement qui accroche, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Tu as tout à fait raison, Simon. Et la façon de faire, disons, des projets là, que moi, je travaille avec eux, comme là, on est depuis un mois, on va dire, là, justement, quand on a amené ou je leur apporte le projet, donc je leur dis c'est quoi le problème et c'est quoi les problématiques que ça entraîne et les symptômes qui viennent avec ça. Donc, eux partent avec ça. Et là, ils font plusieurs recherches, ils regardent ce qui se fait, ce qui pourrait être fait aussi, les solutions, ils essaient d'en trouver. Et après ça, on élimine, on passe par un processus d'élimination et on va jusqu'à une solution optimale que eux vont aller chercher par rapport aux problèmes de base, effectivement, qui existent dans nos services et les problématiques qui s'en suivent et les symptômes qui s'en suivent.
Je reste un petit peu, on peut faire le parallèle, mettons, avec un rhume ou quelque chose comme ça. T'sais. On a un problème, c'est qu'on a la grippe. Donc, c'est quoi toutes les problématiques que ça nous entraîne? Donc, je peux pas aller travailler, je peux pas faire ça. Ça m'empêche de faire telle chose. Et il y a des symptômes, donc le nez qui coule, hein, la fièvre, ces choses-là. C'est un petit peu le même processus, dans le fond, qui est suivi. On leur apporte un problème et ils vont le décortiquer d'une autre façon que nous, on est habitués. Et souvent, juste dans la proposition aussi, on dit hey, on aurait besoin de tel outil, puis je pense que toi, tu amènes ça beaucoup plus de dire non, allons-y sur pourquoi on aurait besoin de tel outil à la base. C'est quoi il faut reculer en arrière, avoir une vision plus globale de ça, et tu ne les orientes pas nécessairement vers une solution. Toi, tu en aurais peut-être une, mais tu les laisses vraiment aller dans leur réflexion. Tout à fait. Puis même, Simon, je dirais que même là, dans l'affirmation que tu mentionnes, c'est la façon que je travaillais au début quand j'ai commencé avec la Polytechnique, alors que maintenant, on m'a appris à moi aussi à ne pas exiger ou ne pas déjà tracer une ligne. Lorsque tu mentionnes, on voudrait avoir un nouvel équipement, c'est peut-être pas nécessairement un nouvel équipement qu'on a besoin. C'est peut-être une nouvelle formation, peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être juste d'adapter. Donc, la solution, moi, je ne l'apporte jamais. Donc, ce sont les gens qui regardent les solutions potentielles, qui peut être ce qu'ils ont trouvé en étant de l'externe. Et l'objectif, c'est toujours d'essayer de trouver une solution optimale au moindre coût. Donc, il y a des choses qu'on a déjà dans nos services. On peut peut-être les utiliser ou juste les transformer et ça va coûter beaucoup moins cher pour l'ensemble des services d'incendie au Québec au lieu de, à chaque fois, de vouloir un nouvel outil. Et ça fait partie, Simon, de notre culture des pompiers au Québec, qu'on dit souvent, si on avait ça, et déjà, on détermine ou on enligne tout de suite la solution. Ouais, moi, je pense que ça devrait être ça. Ça devrait être tel camion qui devrait être comme ça. Mais s'il y a des gens de l'externe qui le regardent, qui l'analysent, et surtout avec des chiffres, des calculs, peut-être qu'ils n'en arriveront pas à cette solution-là. Donc, c'est ça que font les projets. C'est que ça devient une vue beaucoup plus élargie sur des solutions qu'on pourrait avoir en incendie. Et c'est ça qui nous fait aussi grandir. Une des belles solutions que j'avais vues, c'était en sauvetage nautique, la problématique lors des inondations. Oui. Quelle était la problématique à la base avec le système d'égout? Oui, effectivement, Simon, c'est un bon point. On a quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Il y a quelques projets qui ont été réalisés en fonction maintenant de la sécurité civile des inondations. Mais je pense que celui à laquelle tu fais référence, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on appelle les trous d'hommes, donc les puisards, hein, parfois, ils peuvent se déplacer à l'extérieur de l'endroit où est-ce qu'ils doivent être. Et là, la problématique, c'est que l'eau, à un moment donné, elle va retourner possiblement dans ces puisards-là, ces trous d'hommes-là. Et là, il y a un risque qu'une personne, un enfant, un animal pourrait se retrouver aspiré, exactement. Ou une voiture qui le voit pas puis qui tombe dedans, puis bon, ça pourrait entraîner des risques. On a un étudiant qui a travaillé sur un projet qui est simplement un petit fanion qui est installé à l'intérieur du trou d'homme. Et lorsque le puisard ou le trou d'homme se déplace, le petit fanion, il sort. Puis là, on peut voir... On localise rapidement le trou d'homme, finalement. Exactement. Donc, le danger est identifié. Puis tout ce qu'on a à faire après, exemple, les travaux publics, lorsque c'est terminé, remettre, dans le fond, de la façon que c'est prescrit, vont remettre l'appareil, si on veut, à l'intérieur, puis il est prêt pour si jamais il y avait autre chose. Donc, et il y avait aussi inclus un filet. Donc, il y avait un filet qui était déployé. Donc, advenant le cas, on ne souhaite pas ça, mais c'est qu'il y aurait eu quand même un animal ou un enfant ou une personne, il aurait été bloqué là. Donc, on peut se rendre directement à l'endroit et sauver la personne au lieu qu'elle puisse rentrer dans l'égout. Donc, on ne souhaite pas que c'est certain qu'une chose comme ça arrive, mais c'est un projet. Salut la gang, je prends quelques minutes pour vous informer que dès 2026, les formations de Flash Formation vont se retrouver maintenant sur une nouvelle plateforme électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services incendie, vous allez pouvoir suivre la formation de Flash Formation, mais directement chez vous.
Pour les services temps partiel qui ont des temps limités de formation, ce que ça permet, c'est de bonifier votre nombre d'heures de formation sans avoir besoin de vous présenter en caserne. Une nouvelle plateforme qui est très facile d'utilisation avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et dès 2026, vous allez retrouver la formation phénomène thermique, analyse de fumée et mouvement convectionnel sur cette nouvelle plateforme. Visitez le flashformation.com pour obtenir plus de détails et on remercie énormément la gang du Collège Notre-Dame-de-Foy, donc le CNDF, ainsi que le Centre Risque pour leur partenariat dans ce nouveau projet. Deuxième portion que je voulais regarder avec toi, puis je trouve qu'il y a un lien direct, c'est finalement le milieu scolaire, le milieu académique. Oui. Comment il peut nous aider en incendie. Puis on a commencé déjà notre épisode en parlant de ça. Pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que gestionnaire d'aller à l'école, justement? C'est un très bon point, Simon. Puis, tantôt, d'entrée de jeu, je mentionnais aussi que ça ouvre les portes sur une multitude de domaines. Puis là, on peut faire le lien aussi avec la Polytechnique, d'avoir des solutions pour en arriver à une optimale. Lorsqu'on est à l'école, puis à un plus haut niveau, on s'assoit avec des gens de d'autres domaines avec qui on doit discuter, avec qui on doit peut-être faire des travaux d'équipe, avec qui on doit possiblement faire des présentations à l'avant de la classe, mais pas devant d'autres pompiers. Donc, on doit faire des présentations et des travaux devant des gens qui sont d'autres domaines et qui nous regardent et qui vont nous critiquer et qui vont nous noter et qui vont nous trouver d'autres arguments et peut-être qu'ils vont trouver que ce que nous, on croit que c'est une solution optimale, qui vont faire, ben non, moi, je ne verrais pas ça comme ça. Lorsqu'on est assis à côté en classe où on travaille en équipe avec un ou une DG d'une ville, peu importe la ville, il y a une vision qui est différente de notre service. Donc, on a à apprendre de ces gens-là. Et lorsque je dois travailler avec une infirmière, bien, elle voit différemment. Puis il y a peut-être des choses du premier répondant qui est capable de nous aider, puis peut-être de trouver des solutions. Peut-être une enseignante qui va nous aider ou qui va nous parler de ma présentation que je suis en train de faire en avant ou du travail que je suis en train d'écrire et qui va m'aider à dire, bien, c'est pas tout à fait comme ça qu'on écrit un plan de présentation. Donc, ça va me permettre aussi, lorsque je suis peut-être en avant d'une classe ou avec un groupe pour enseigner des techniques, même d'incendie, bien, ça va m'aider. Et comme je disais tantôt aussi, gestionnaire en 2026, que ce soit d'un service d'incendie ou d'un autre domaine, mais là, on parle de l'incendie. Aujourd'hui, un directeur ou même des cadres ou même des pompiers sur le terrain, on touche maintenant à différents domaines. Donc, d'aller à l'école pour les apprendre, ces différents domaines-là, je pense que ça nous aide, ça nous fait grandir. Ça reste quand même tout un défi, principalement dans les services d'incendie, temps partiel. Ouais. La charge de travail pour la direction de devoir répondre à toutes les attentes, les obligations légales du service incendie, alors que le temps est assez limité. C'est tout un défi. Comment tu vois l'avenir de l'incendie au Québec? L'avenir de l'incendie, je dirais pas à court terme, sûrement non. À moyen, du moins je l'espère, mais à long terme, je pense, Simon, que j'ai jamais caché de ce que je pense de l'incendie au Québec, en ce sens que je pense qu'on n'y arrivera pas en incendie au Québec à être, je dirais, plus performant tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un ou quelques services d'incendie. Si on pense, là, on a déjà un modèle qui existe, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord de la façon qui fonctionne, mais on a quand même la Sûreté du Québec au Québec qui peut couvrir l'ensemble du Québec, qui peut aller aider des plus petits services de police. Donc, je pense que c'est un beau modèle. Et au Québec, si on pouvait avoir ce modèle-là, ou est-ce que si on prend un policier ou une policière, peu importe où il travaille dans le Québec, il reçoit tout le temps la même formation, c'est obligatoire. Jamais, mais jamais on va rencontrer un gardien de centre d'achat qui, à un moment donné, sans rien lui enlever, qui va devenir policier ou policière au Québec. Ça prend une formation X. Donc, je crois qu'en incendie, à un moment donné, il va falloir que les gens aient
tous et toutes une même formation. On pense aux infirmières dans le domaine de la santé, qui ont tous la même formation. On pense aux enseignants, enseignantes qui ont tous et toutes la même formation. Je pense que l'incendie au Québec n'aura pas le choix bientôt que tout le monde soit formé de la même façon. Un incendie, un feu de véhicule électrique, des spécialités, peu importe le nombre d'appels, je pense qu'on doit tous et toutes être formés de la même façon. Comment faire pour financer ça? Ça, c'est une question qui va être un défi, je pense, parce que financer cette formation-là pour les services incendies, pour les municipalités de combien sur les 1100 municipalités, je pense qu'il y en a autour de 600 qui ont moins de 5000 habitants. Oui. C'est une énorme charge des municipalités. Tout à fait, Simon. Mais là, je fais le parallèle, disons, avec l'enseignement au Québec. Quelqu'un qui veut être enseignant ou enseignante au Québec doit aller par elle-même se former et aller chercher la formation. Mais après, il y a des possibilités de revenir dans ta région, mais en ayant un emploi qui est bien rémunéré pour lequel que tu peux vivre. Ce qui n'est pas le cas, justement, présentement, aujourd'hui, dans la majorité des services d'incendie qui sont plus en région, où est-ce qu'on ne peut pas vivre de ça. Donc, est-ce que ça peut être sous la même formule? Et je reprends l'exemple des policiers et policières, donc qui vont se faire former et qui peuvent revenir, qui ont l'opportunité de revenir dans leur région et d'avoir un emploi qui leur permet de vivre de ça. Est-ce que le ministère de la Sécurité publique pourrait être le gardien ou, comme la Sûreté du Québec, donc d'être l'employeur principal, et il peut y avoir, bien sûr, d'autres services comme les corps de police, exemple Montréal qui a son propre corps de police, ou Québec, ça pourrait exister, mais pour le reste des pompiers et pompières au Québec, je pense que ça pourrait être sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Une plus grande uniformisation, finalement. J'irais même à dire que l'uniformisation. Oui, oui. Et cesser, dans le fond, que des gens soient moins bien formés à certains endroits. Et, tu sais, Simon, si on fait une petite parenthèse, là, aujourd'hui, en incendie au Québec, en 2026, à l'approche de 2026, on peut encore avoir, sans rien lui enlever, mais le boucher de la place ou le boulanger qui pourrait intervenir dans une intervention incendie majeure. Et là, les constructions deviennent, peu importe sur le territoire du Québec, hein, on densifie nos terrains, on met des bâtiments de plus en plus en hauteur, de plus grande surface. Donc, est-ce que ces personnes-là, sans rien leur enlever, on a beau avoir un grand cœur puis vouloir faire ça dans c'est le temps de formation qui est difficile. C'est le temps de perfectionnement qui rend ça difficile. Tout à fait. Donc, est-ce qu'encore en 2026, c'est acceptable, on va dire comme ça, que des gens n'aient pas la même formation qui est complètement là, à l'opposé, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui a un diplôme d'études collégiales en sécurité incendie par rapport à quelqu'un qui a un pompier 1, il y a comme... on est très, très loin un de l'autre, sans rien enlever aux gens, mais c'est ça pareil. Donc, est-ce que ça pourrait être le ministère de la Sécurité publique qui s'en occupe? Je pense que oui. Bonifier la formation, finalement. Tout à fait. Et est-ce qu'on doit le faire demain matin? Peut-être pas, mais est-ce qu'on peut commencer à y penser, à y réfléchir et déjà annoncer que dans les prochaines années, que ça pourrait être quelque chose comme ça? Puis on doit penser, Simon, aussi que c'est pas... oui, il y a des coûts, mais c'est pas quelque chose qui est négatif, en ce sens qu'il y a beaucoup de jeunes au Québec qui sont dans les régions et qui pourraient avoir, de cette façon-là, accès à devenir ou à avoir le métier de pompier, pompière, faire ça de leur carrière et être performant, être professionnel, avoir un salaire décent avec des conditions et avantages. Dans leur région. Dans leur région. Et les citoyens, citoyennes de cette région-là, peut-être qu'au lieu d'avoir 10 pompiers pour respecter le schéma de couverture de risque, mais qui ne sont pas formés ou peu formés, et c'est dangereux pour eux en plus, est-ce qu'on pourrait en avoir moins, mais qui seraient mieux formés et qui auraient un salaire pour lequel ils seraient capables de vivre de ça? Donc, je pense que ça aussi, ça serait à regarder, de voir peut-être moins de pompiers sur les interventions, mais des pompiers qui sont mieux formés. Et on pourra avoir aussi, à travers ça, toutes les gens qui gravitent autour de l'incendie. Exemple, que Flash Formation pourrait
continuer ou être un partenaire du ministère et faire peut-être des maintiens de compétences un petit peu partout au Québec et former des spécialités, des choses comme ça. Donc, nos partenaires privés pourraient faire partie de ce plan-là aussi. Ça pourrait être public et privé. Benoît, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Quel message tu passerais, toi, aux futurs pompiers, aux étudiants du métier de pompier? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Ben moi, je leur dirais de continuer à aller à l'école, de s'instruire, Simon. Si on ne le fait pas, nous, ici à l'interne, avec nos gens qui sont ici dans le Québec, dans nos services, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et un jour, si on ne continue pas à aller à l'école, ça va être peut-être d'autres personnes qui vont prendre notre place, et avec raison. Donc, si on veut faire avancer notre service localement, si on veut le faire avancer au niveau régional, mais surtout au niveau de la province, au niveau national, je pense qu'on aurait tout avantage à aller aux études. J'encourage les jeunes, mais même les moins jeunes aussi, à retourner à l'école, d'avoir une vision beaucoup plus ouverte sur notre avenir de notre service. Et j'espère qu'un jour, il y a des gens justement qui feront peut-être une grande réforme du service d'incendie, mais au niveau plus national. Au niveau plus personnel, je dirais, Simon, ça fait depuis 2017, donc 20 quelques projets que j'ai fait avec la Polytechnique. Je crois beaucoup en le passage du flambeau, comme on pourrait dire. Donc, moi, je pense que j'ai fait ma part avec ces gens-là. J'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais ça pouvoir montrer à des gens comment peut-être prendre la relève et moi, éventuellement, me retirer de ces projets-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient aussi en profiter. Donc, je crois en ça. Donc, passer le flambeau, s'il y en a qui sont intéressés. Donc, le message, plaisir de les aider. Le message est passé. Benoît, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'avoir ta vision qui est rafraîchissante dans les services incendies. Je tiens à te remercier pour ton passage. Ton article que tu as écrit dans la revue Flash Formation qui va être envoyé justement l'incendie à l'ère scolaire qui va être diffusé à grande échelle via l'infolette de Flash. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez vous abonner à notre infolette, n'hésitez pas à aller sur notre site Internet, remplir la section infolette au www.flashformation.com. Simon, en terminant, si tu me permets, je voudrais remercier Flash Formation pour, je crois que c'est la 5e saison que vous faites des podcasts. Oui. Je pense que les gens apprennent beaucoup avec vos podcasts. Je vous félicite de faire ça. Je vous lève mon chapeau d'avoir débuté ça, d'avoir osé le faire et de recevoir aussi plein d'invités qui sont différents. Et ces gens-là aussi, je pense qu'il faut les remercier de participer parce 100%. que autant les invités que vous, Flash Formation, vous permettez à des gens de comprendre des choses. Les gens en région, un peu partout, peuvent regarder et écouter vos podcasts. Je vous félicite et je vous dis bravo de faire avancer l'incendie au Québec. C'est comme ça aussi, en parlant, en discutant, et surtout les gens qui l'écoutent et qui font leurs commentaires aussi. Donc, je pense que c'est ça qui nous fait avancer. Je vous dis bravo à Flash pour l'initiative que vous avez eue. Félicitations, Simon. Merci beaucoup, Benoît. C'est super apprécié. Puis effectivement, merci à tous les invités qui ont participé au podcast de Flash. Je regardais justement aujourd'hui les statistiques d'écoute. On est à plus de 70 000 écoutes, ce qui est quand même très, très, très impressionnant. On ne pensait pas que ça allait avoir une aussi grande portée quand on a lancé ce projet-là. Génial. Merci beaucoup, Benoît. Merci à la maison. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire à info@flashformation.com. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation.